Votre fidélité nous honore, mesdames, messieurs, bonjour et merci de rester branchés pour suivre votre magazine CML chez vous de ce mercredi qui reçoit pour vous monsieur Yves Badioko. Il est cadre au sein de la plateforme électorale Lamouka. Avec lui, nous restons encore sur la présidentielle de décembre 2023. Quid de la campagne de collecte de fonds initiée en faveur du candidat numéro 21, Martin Fayoulou Madidi. La candidature commune de l'opposition arrivera ou pas? Que retenir de manifeste de Kisangani, un projet de société de Martin Fayoulou Madidi aussi. Nous allons aborder la question de la tenue effective des élections. Le cardinal Ambongo est en train d'émettre de doutes au sujet de la tenue effective de ces élections et également ainsi que, je veux dire, de la transparence. Il a fait savoir au cours d'une messe qu'il a dite devant le jeune catholique. En réponse, la CENI juge ces déclarations d'inopportunes et non fondées, non plus constructives. Alors, est-ce que les élections auront bel et bien lieu ? Voici donc les questions qui feront l'objet de nos échanges aujourd'hui sur ces plateaux. Je l'ai dit au début que c'est avec M. Yves Badioko que nous allons échanger. Les deux chats avec nous sur ces plateaux. M. Yves, merci d'être sur ces plateaux de CML chez vous. Bonjour, bonjour à vous, à tous nos téléspectateurs, vos téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Alors, je ne suis pas seule. Vous le savez, je suis avec Daniel Roland-Laye. Daniel, bonjour. Bienvenue à toi et merci d'être là. Bonjour Tania, bonjour à M. Yves, bonjour à toutes et à tous qui nous suivent en ce moment. Très bien, alors très chers téléspectateurs, avant d'entamer nos différentes analyses, nous allons d'abord planter le décor avec la vidéo du Nord Kivu de Martin Fayoulou Madidi à Oicha précisément. Et donc si la régie est d'accord avec moi, balancez-nous ces images et nous reviendrons juste après pour les analyser. Merci. Alors, je vais parler en français. Honorable Kassebois va traduire. Bon, Naba Lingala, Congo et Kolobo, pour la bateau Nyonso, Bakoufi, Oabourango, Baebitinate. 1 minute de silence. Merci. Eloko ya liboso na kosala. Kitu ya kwanza ambayo President Martin Fayoulou atafanya soki bopesi ngai kiti wana ya kimokonzi. Kama mnamchagua le 20 décembre numéro 21. Bon, tokotia sécurité. Kitu ya kwanza tutafanya ni kutia kimya usalama. Tokotia camp militaire. Tutatia camp militaire ya monene ya kabambi sana awa na Beni. Apa Beni toyokani camp militaire oyo ekozana basoda formé. Camp militaire nitakuwa na baskari na bako formé muzuri, basoda équipé, basoda bako na silaha za kutosha za basoda motivé, basoda wakulipiwa muzuri pona tosilisa makambo ya insécurité ili tumalize maneno ya ukosefu wa usalama. Anapofuka maawa tosambela Nzambe, nitapiga magoti hapa tuombe Mungu topesa ye botondi, tumshukuru ndenge apesi bizo mboka kitoko gisa alitupatia ka inji mzuri. Voilà, de retour sur ces plateaux. Je rappelle que c'était donc hier que le candidat numéro 21, Martin Fayoulou Madidi, a foulé le sol d'Oicha, précisément dans la province du Nord Kivu. Il a également tenu un discours. Il a fait quelques promesses au sujet de l'insécurité grandissante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Yves Badioko, tout d'abord, votre analyse quand vous voyez ces images de Martin Fayoulou qui est votre candidat, parce que vous l'avez porté comme ça au sein de la MOCA. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous vous dites que c'est le président qu'il faut pour que les questions liées à l'insécurité dans la partie Est trouvent des solutions.
Ouais, ce n'est pas seulement pour les questions sécuritaires, c'est le président qu'il faut effectivement pour conduire ce Congo à des meilleures destinées. Et effectivement, il faut signaler qu'il n'est pas seul parce que Martin Fayulu est entouré des personnes qui l'accompagnent dans cette lutte, dans ce combat. Il a autour de lui une équipe qui le soutient et qui marche avec lui. Mais au-delà de cette équipe, il y a aussi le peuple congolais. Vous voyez, partout où il passe, il est accueilli en frère, il est accueilli en ami, il est accueilli en commandant du peuple, comme on l'a toujours appelé, pour effectivement conduire ce pays dans les meilleures destinées. Nous sommes aujourd'hui dans le Kivu, après Oisha et Beni hier, nous serons à Butembo aujourd'hui. Nous allons continuer notre tournée pour continuer à discuter avec le peuple. Mais il faut souligner qu'au-delà de la question électorale, nous sommes le seul parti politique avec Martin Fayulu, la seule plateforme politique où nous avons sillonné quasiment toute la République depuis le hold-up électoral pour discuter avec la population, pour connaître ses besoins, pour connaître ses difficultés, comprendre et ainsi réfléchir et aboutir à des propositions pour résoudre ces questions. Ce qui a permis de produire le projet de société que vous avez, le manifeste de Kisangani, produit lors de notre congrès, pour pouvoir effectivement poser les bases d'un programme de gouvernance que nous proposons à la population pour les élections prochaines. Est-ce que vous avez une idée ou pourriez-vous nous dire combien de provinces avez-vous déjà effectuées? Nous avons fait toutes les provinces. Toutes les provinces. Déjà. Nous avons déjà fait toutes les 26 provinces, non pas dans le cadre de la campagne électorale, mais... le parti a, ainsi que son président, pour conduire la population congolaise à l'émergence. Mais bien sûr, nous sommes un parti avec une stature nationale. Comme j'ai toujours dit, Martin Fayulu aussi, c'est le seul candidat, c'est le seul politique aujourd'hui qui a une stature nationale. Partout, certains s'enferment, Mbemba s'enferme à l'Équateur, Félix Tshisekedi s'enferme au Kasaï, du moins une partie du Kasaï, Katumbi s'enferme dans le Katanga et ainsi de suite, mais Martin Fayulu, c'est le seul candidat qui a une stature nationale et qui peut aller partout et qui peut être accueilli de manière digne. Mais après, on va dire, les élections de 2018, qu'est-ce qui a encore motivé Martin Fayulu à postuler une fois de plus en 2023? C'est la misère dans laquelle le régime de M. Félix Tshisekedi nous a plongé. Et aussi, c'est pour un combat, le combat de la vérité des urnes, que certains pensent que nous avons oublié. Non, nous n'avons pas oublié le combat de la vérité des urnes. Oui, on a pardonné. Nous sommes un parti qui se fonde sur des valeurs chrétiennes. Nous avons pardonné, mais ça ne veut pas dire qu'on va permettre à ce qu'un nouveau hold-up électoral puisse se produire et que la vérité des urnes soit bafouée et que le suffrage exprimé par la population, par le peuple congolais, puisse être sabordé comme l'on veut. Donc voilà, ce sont les éléments qui nous permettent. Notre engagement, c'est de construire un Congo digne, libre, fort et prospère, parce qu'aujourd'hui, le Congo est à genoux, le Congo n'est pas digne. Aujourd'hui, partout où on passe, M. Félix Tshisekedi a envoyé une image très négative du peuple congolais. D'ailleurs, ceux de l'Afrique de l'Est disent de nous que nous ne savons que manger et boire et porter des pantalons jusqu'à la taille. C'est l'image que M. Félix Tshisekedi a renvoyée de Congolais. Mais on reproche tout. Il faudrait 3 émissions qui durent toute la journée pour que j'énumère tout ce que nous reprochons à M. Félix Tshisekedi et son régime. Mais d'abord, l'élément le plus désastreux, c'est le tribalisme. Parce qu'avec l'arrivée de M. Félix Tshisekedi en responsabilité, le tribalisme a été exaspéré. Aujourd'hui, on est divisé. Les Congolais sont fracturés plus que jamais. Et heureusement encore qu'on a le candidat de la cohésion nationale, le candidat numéro 21, Martin Fayulu, qui essaye de fédérer tant soit peu le peuple congolais autour des valeurs que nous partageons, mais le tribalisme a été fracturé, le pays a été fracturé avec le tribalisme, on va dire, développé par le régime de M. Félix Tshisekedi. Mais il y a plein d'autres questions que nous adressons avec le manifeste de Kisangani. Il y a la question de la sécurité. Aujourd'hui, il y a la sécurité partout. Si vous avez suivi les informations, vous allez apprendre que il y a des rebelles de Congo-Brazza qui sont incrustés au Bas-Congo, qui ont tué et qui ont enlevé des gens, qui ont brûlé des maisons et qui sont repartis. Donc l'insécurité commence à battre son plein sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'intégrité du territoire national n'est plus assurée par les forces de défense et de sécurité parce qu'ils ont un leadership faible à la personne de M. Félix Tshisekedi, un leadership faible et défaillant. Donc il y a une kyrielle de questions. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de diriger des jeunes. Aujourd'hui, l'avenir des jeunes, les jeunes n'ont plus d'avenir. Les jeunes n'ont plus foi en l'avenir.
l'avenir. Aujourd'hui, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons ces développements effroyables du phénomène Koulouna. Nous avons ces développements des groupes armés où les jeunes pensent trouver un chemin de sortie pour essayer de survivre. Donc, il y a tellement de problèmes auxquels nous devons nous attaquer et corriger ce que M. Félix Tshisekedi et son régime a fait. Je ne veux pas parler ici, dans toutes les émissions où je parle, de l'insalubrité. Comment est-ce qu'on peut vivre dans une poubelle à ciel ouvert? Kinshasa, aujourd'hui, c'est une poubelle à ciel ouvert. Il y a des immondices partout. Quand il pleut, c'est une catastrophe. Et voilà, sur les questions économiques, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Des emplois n'ont pas été créés. Et les peu qu'il y en avait, on en a détruit la majorité. Et s'il y a de l'argent pour des projets, eh ben, le régime de M. Félix Tshisekedi, qui est composé essentiellement de voleurs, c'est pas mes propos, c'est les propos de José Panda, va tous les voler. Ils disent détourner, détourner c'est un peu beau, mais ils ont volé. Il n'y a eu aucune relance, aucune entreprise publique n'a été relancée, ça n'existe pas. M. Félix Tshisekedi et son régime ont passé plus de temps à autre chose qu'à reconstruire le pays. Alors, parce que vous avez parlé de l'insécurité, j'aimerais quand même vous poser cette question. L'actuel président qui est candidat à sa propre succession, lors d'une de ses descentes, a dit à la population justement qui était en face de lui que pour des candidats qui viendront et qui ne citeront pas nommément Kagame comme agresseur de la République démocratique du Congo, à un tel candidat, il ne faudrait pas lui accorder du crédit. La population devrait alors se retourner vers lui pour le soutenir parce que lui, il a des projets pour finir cette insécurité. Il a fait encore une autre promesse. Libre à vous de croire la parole de M. Félix Tshisekedi. Moi, je n'y accorde aucune importance parce qu'il en a fait tellement de promesses, il a pris tellement d'engagements. Mais est-ce que Martin Fayulu s'est apaisanti sur la question de Kagame? Qu'aujourd'hui, il a fait tellement d'engagements qu'aujourd'hui, il ne sait plus où se mettre, tellement il en a fait des engagements et des promesses. Est-ce que c'est un peu rigolo parce que c'est M. Félix Tshisekedi qui a fait de Kagame son frère et ami. C'est M. Félix Tshisekedi qui a pris qui a eu, je veux dire le mot, l'audace de prendre Kagame et de l'emmener au stade des martyrs. Et il ne s'est pas arrêté là. Mais c'est son problème. S'il ne perçoit pas les choses très vite, ça sera difficile parce que nous avions déjà perçu les choses et nous l'avions dit. Nous avions dit à M. Félix Tshisekedi, qui lui est effectivement notre frère, Ndeko, il ne faut pas coquiné avec Kagame, ça va mal finir. Il ne nous a pas écoutés, il a emmené Kagame ici, on a chanté pour Kagame au stade des martyrs et aujourd'hui il fait volte-face. Mais encore que ce n'est qu'une volte-face d'apparence. Je vous rappelle que M. Félix Tshisekedi a signé des contrats de raffinage d'or du Congo, notamment avec tout ce qui concerne le Nord Kivu, le Sud Kivu et une partie de la province orientale qui a été donnée au Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, ces contrats existent. Ils ont été suspendus, mais ils n'ont pas été résiliés. Je vous rappelle que M. Félix Tshisekedi maintient une ambassade, l'ambassade du Rwanda, jusqu'à aujourd'hui, alors que c'est le Rwanda particulièrement qui nous agresse. Il dit qu'aujourd'hui, que celui qui ne cite pas le nom pince sans rire, libre à ceux qui vont y croire. Moi, je n'y crois pas. Martin Fayulu s'est battu depuis qu'il était à l'Assemblée provinciale, puis l'Assemblée nationale. Il s'est battu sur cette question. C'est lui qui a été le porte-étendard de cette dénonciation de la proximité du Rwanda, d'abord avec le régime de Joseph Kabila, de la proximité du Rwanda avec le régime de Félix Tshisekedi, et nous nous sommes battus contre. Aujourd'hui, le régime de Félix Tshisekedi utilise cet argument simplement pour des questions électoralistes. C'est une posture qu'ils prennent, mais ce n'est pas un engagement véritable, ce n'est pas un engagement certain qu'ils prennent. Vous pensez que ça sera une autre promesse non tenue? Une autre. Toutes les promesses n'ont pas été tenues. Je ne sais pas si vous dites une autre, ça fait partie de quoi. Donc ce sont des engagements que M. Félix Tshisekedi ne tiendra pas. Alors, vous dites que Martin Fayulu a dénoncé l'insécurité ainsi que l'agression rwandaise. Il a milité sur ça depuis qu'il était député provincial, les partis nationaux et tout ça. Mais aujourd'hui, alors, quelles sont les stratégies qu'il compte mettre en place pour justement finir cette guerre ou cette question d'insécurité? Ça fait partie d'un de nos prérequis dans le cadre de notre projet de société, c'est l'intégrité du territoire national. Ça, c'est un élément fondamental que nous avons annoncé dans ce qui était le projet de société. Oui, nous allons accorder une attention particulière. Particulière comment? Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas aujourd'hui, parce que peut-être M. Félix Tshisekedi l'a découvert il y a 2-3 ans. Nous le savons déjà depuis très longtemps. Déjà en 2010, le rapport mapping l'indiquait que parmi les pays voisins qui nous agressaient, sur les 9, nous avions essentiellement le Rwanda, particulièrement le Rwanda, mais nous avions aussi l'Ouganda et le Burundi qui font partie des éléments déstabilisateurs. Qu'est-ce que nous ferons dans ces cadres-là? Il faudrait surveiller de manière particulière les frontières avec ces pays.
il faudrait les contrôler. Et pour faire, nous allons mettre en place une brigade qui aura le rôle particulier de pouvoir contrôler ces frontières. Ça, c'est une première chose. Mais au-delà de tout, il faudrait que nous soyons dans une posture de dissuasion. Et la posture de dissuasion se démontre essentiellement par l'armée. Il faut réformer l'armée. Réformer l'armée en profondeur. Pas réformer l'armée juste de façade. Pas recruter du monde juste pour recruter du monde et au pire des cas qui servent de chair à canon. Non, il faut reformer, restructurer de manière pertinente l'armée. Il faut d'abord repenser le monde, par exemple, des désignations des personnes qui sont aptes à participer à l'armée. Aujourd'hui, tout le monde, même si c'était un ancien Koulouna, eh bien, il peut facilement entrer dans l'armée juste parce qu'il a 18 ans, parce qu'il aurait un diplôme d'État et c'est fini. On n'analyse pas les antécédents de ces différentes personnes. Il faut reformer l'armée, reformer le mode de recrutement dans l'armée. Et puis après, il faut bien traiter ces militaires qui vont aller au front, qui meurent pour ce pays, qui offrent leur vie pour nous défendre, pour défendre toute la population et l'intégrité du territoire national. Il faut qu'une solde conséquente puisse leur être attribuée. Et ben nous pensons par exemple à $800 de moyenne dans les salaires des militaires dans la solde des militaires, pour qu'au moins ils puissent subvenir à leurs besoins, subvenir aux besoins de leur famille. Et lorsqu'ils vont en guerre, et ben qu'ils se battent avec toute leur concentration, parce qu'ils savent que derrière leur dépendance seront pris en charge par l'État, même si le pire leur arrivait, même si le sacrifice suprême ils pouvaient le faire sur le champ de bataille, ils sauront que derrière il y aura un État qui sécurise leur famille, qui sécurise leurs enfants. Cette question, elle est assez simple. D'abord, vous savez que nous sommes dans un pays où la corruption règne, et où les détournements sont aujourd'hui monnaie courante, où les rétrocommissions sont normalisées par M. Félix Tshisekedi. Et ben, ce sont des éléments qu'il faudra stopper. Mais l'État, de manière générale, spécifiquement la RDC, n'a que 2-3 maximum sources de financement. Ce sont les impôts, ce sont les taxes, et ce sont effectivement les emprunts et dons et legs. C'est là que nous allons travailler à construire d'abord un budget conséquent, parce que nous proposons un budget de 38 milliards de dollars sur l'année en moyenne et sur un quinquennat estimé à 190 milliards de dollars. Nous allons nous baser sur ça. Nous allons effectivement travailler à aller collecter les impôts et les taxes de manière efficiente et de manière efficace. Il y a des leviers qu'on peut utiliser, par exemple augmenter les taux d'imposition qui en moyenne aujourd'hui à 15%, on peut l'augmenter, mais aussi on peut élargir, nous avons des leviers qu'on peut utiliser. Nous pouvons élargir l'assiette fiscale. C'est-à-dire qu'il y a des individus aujourd'hui qui ont une activité, malheureusement, qui ne payent pas de taxes et impôts à leur corps défendant, parce que les taxes et les impôts qu'on paye doivent, particulièrement la taxe, nous donner un retour. Si je vous prends un exemple de GoPass que tout le monde paye, ça fait des années que M. Félix Tshisekedi avait promis de supprimer, qui existe jusqu'à aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Si d'aventure, vous prenez votre avion aujourd'hui, vous payez le GoPass, et que dans 3 ans, vous revenez, vous trouvez l'aéroport métamorphosé. Ça vous encourage à payer encore le GoPass. Mais si demain, vous arrivez et que vous trouvez que l'aéroport est dans un pire état que précédemment, est-ce que vous aurez cette disposition à pouvoir repayer? C'est ce qui emmène des populations à s'extirper de cette obligation de paiement des impôts et des taxes. Donc nous, il y a un devoir de redevabilité. Lorsque nous allons collecter, nous serons redevables et la population verra ce que nous faisons avec les taxes et impôts pour nous permettre d'élargir l'assiette fiscale et ainsi collecter suffisamment de moyens pour réaliser notre programme de gouvernance. Alors, M. Yves, les $800 que vous comptez payer aux militaires dès que vous êtes au pouvoir, ça sera dès votre arrivée ou bien il faudra encore patienter, attendre? La réalité est que nous hériterons d'un budget, parce que le budget se vote une année, quelques mois avant la date d'entrée en fonction. Donc nous hériterons d'un budget qui sera déjà déterminé. Mais notre objectif, ce ne sera pas de s'arrêter là. Il faudra effectivement, quand j'ai dit réformer l'armée, il faudra prendre en compte le nombre effectif des militaires que nous avons. Il faudra savoir qui est qui fait quoi, qui à quel grade. Il faudra nettoyer ce qu'il faudra nettoyer, parce qu'on parle beaucoup d'infiltration, mais aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a passé 5 ans et il n'a nettoyé aucune brigade. Nous savons tous à quel moment les mixages et les brassages se sont faits. Il faudra extirper les brebis galeuses de notre armée pour pouvoir avoir une armée consolidée et pouvoir matérialiser le programme par rapport à l'armée. Alors, dans votre programme, à la page 16,
vous le signifiez bien, nous allons instituer au sein de l'armée une force spéciale d'intervention militaire d'élite que vous abrégez FOSIM, qui s'installera au nouveau camp Kokolo de Beni. Comment ça va se passer? Vous prenez les camps Kokolo de Kinshasa, vous amenez là-bas, ou bien vous allez laisser les camps Kokolo de Kinshasa, vous construisez un autre camp au niveau de Beni? Nous sommes une ville paradoxale parce que le camp Kokolo, il se situe en plein cœur de la ville. Ce n'est pas normal que dans un pays, dans une capitale en plus, on ait un camp qui se situe en pleine capitale. Ça, c'est déjà un premier aspect. Un deuxième élément, c'est qu'effectivement, il faut déplacer ce camp. Il doit quitter le centre-ville de Kinshasa, mais pour besoin d'efficacité et en fonction des missions régaliennes dévolues à ces camps, nous proposons de les déplacer à Beni parce que c'est une région qui a été l'épicentre de beaucoup de violences, l'épicentre de beaucoup de groupes armés. Nous allons le déployer déjà, effectivement, pour continuer l'idée avec le FOSIM, comme vous avez indiqué tout à l'heure, la brigade de surveillance de frontières, ainsi qu'un camp qui permettra de répondre de manière plus efficace et plus efficiente à nos velléités d'infiltration ou alors d'agression par les pays qui sont à côté de nous, notamment, comme j'ai cité, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Donc voilà. Alors, monsieur Yves, aujourd'hui, pardon Tania, aujourd'hui les camps Kokolo, on parle de plus de 20 millions d'habitants. Quand vous allez déplacer les camps, les enfants des militaires, toutes les familles des militaires, vous les mettez où? Les dépendants. Mais les dépendants iront dans le nouveau camp que nous allons construire. Nous allons construire des infrastructures pour avant de l'amener dans un nouveau camp, d'abord vous allez commencer par construire ces camps. Bien sûr. Et ensuite, ça peut prendre combien de temps? Ça procède d'une logique. C'est logique de s'orienter vers ça. Vous risquez de nous dire à la fin qu'avec les premiers mandats, ça n'a pas marché, il faut attendre encore le deuxième mandat. Non, bien sûr, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait préciser, ça sont des études techniques qui vont préciser de manière claire et de manière détaillée sur la durée de ce mouvement, mais le fait est que c'est un engagement que nous prenons et que nous allons réaliser. Nous n'allons pas faire comme les autres, nous avons fait un programme de gouvernance qui s'étale sur 5 ans, nous l'avons fait délibérément, nous savons que nous avons la possibilité d'avoir 2 mandats et donc de faire 10 années, mais nous sommes restés sur ce premier quinquennat qui est de 5 ans et pour lesquels nous prenons des engagements que nous allons essayer de maintenir dans ce laps de temps. Alors, vous disiez à Félix Tshisekedi de ne pas considérer Kagame comme un frère, mais alors dans votre programme, il y a une partie où vous parlez de la coopération régionale internationale et cohésion pacifique au niveau de la région des Grands Lacs. Ça veut dire que vous êtes au pouvoir avec Kagame et c'est fini. Oui, c'est clair. Vous allez isoler les Rwandais ou bien les relations peuvent continuer, mais pas avec la personne du Kagame. Mais tant que nous sommes en situation de guerre, on ne peut pas avoir des relations diplomatiques avec un pays pour lequel nous sommes en guerre. Et je suis très heureux que vous précisez que nous n'aurons pas des relations avec le régime de Paul Kagame. Parce qu'entre les peuples, le peuple congolais et le peuple rwandais, il n'y a pas de problème. Le peuple rwandais souffre des affres même aussi des positions du régime de Paul Kagame. Donc nous allons effectivement construire de la coopération, de la vraie coopération, pas celle que M. Félix Tshisekedi nous a inventée aujourd'hui, où plus personne ne nous respecte. Vous avez vu, ils nous ont amené l'EAC. D'abord, ils nous ont mis dans une organisation sous-régionale à laquelle on n'appartient pas. L'EAC, ils nous ont mis dedans, et l'un de nos engagements aussi, c'est de sortir sur les questions d'intégrité du territoire, c'est de sortir de l'EAC, de refouler l'armée. Mais la RDC n'a pas quand même renouvelé les mandats. Vous avez suivi les ministres de la Défense qui avaient présenté et représenté les pays dernièrement aux assises qui s'est tenu au niveau de l'Angola. Et vous avez entendu la réponse, vous avez entendu la réponse des chefs d'État, c'est-à-dire que le 8, les militaires de l'EAC ne s'en iront pas, ils resteront toujours sur les sols congolais. C'est pourquoi je vous dis qu'on ne respecte pas, plus personne ne nous respecte à cause des positions prises par ces régimes. Nous allons redonner de la dignité à notre pays. Vous allez les chasser par force. Nous allons redonner de la dignité aux Congolais. Non, mais nous disons que nous bâtissons une coopération et il y a plusieurs leviers que nous pouvons utiliser pour atteindre nos objectifs. Je ne pense pas qu'il se permettrait de faire la guerre au Congo si demain, avec une armée valable, avec une armée vaillante, avec un peuple qui soutient aussi son armée, comme il est fait aujourd'hui, ils vont résister, ils vont vouloir s'imposer. Donc il n'y a pas que les pays de l'EAC dans lesquels on nous a mis malencontreusement, il y a des pays frères et amis avec qui nous avons déjà eu à partager des expériences positives. Il y a l'Angola, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Botswana, il y a la Zambie, il y a un certain nombre de pays avec qui les relations sont plutôt franches. J'utilise plutôt parce que entre États, nous savons que ce qui prime
Principalement, ce sont les intérêts, mais au moins, il y a des pays avec qui nous avons des intérêts partagés et qui respectent les engagements que nous prenons tous ensemble. Donc voilà, il faut bâtir la coopération. Nous n'allons pas faire du Congo un État isolé, un État à part. Non, nous allons faire du Congo un État qui s'intègre dans la sous-région, mais dans les organisations sous-régionales pour lesquelles il est dévolu. Est-ce que vous direz également non à l'EAC? Bien sûr que nous dirons non à l'EAC. On va mettre à la porte cette armée et on va quitter l'EAC parce que déjà on n'est pas de l'EAC. Et encore que, c'est très dommage, c'est ce que j'ai dit, nos amis de l'Union Sacrée ne sont pas très informés, ils ne savent pas beaucoup de choses. Parce que il y a une ambition portée par le Rwanda qui est de refaire l'Empire Imatuti. L'Empire Imatuti, c'est tous les pays qui ont des populations avec des souches Tutsi. Il y a Nilotique Tutsi, il y a notamment tous les pays de l'EAC. Il y a l'Ouganda dedans, il y a le Kenya, il y a la Tanzanie, et tous ces pays veulent étendre leur hégémonie sur toute l'Afrique centrale. Et cette introduction vers l'EAC leur permet effectivement de pouvoir le faire. D'ailleurs, ils l'ont dit, la présidente de la Tanzanie, le président du Kenya l'a dit, au Congo, ils savent que danser, nous allons aller leur vendre les vaches et du lait, parce que là-bas, ils n'en ont pas, et ce qui est totalement faux. Donc, ils vont prendre un marché que nous n'aurons pas et qui vont bénéficier, et en plus de la balkanisation que M. Félix Tshisekedi est en train de laisser se profiler à l'horizon, il risque de récupérer des terres. D'ailleurs, Kagame l'a dit, il se bat pour récupérer des terres. Alors. Très bien. Alors, vous dites que vous allez également plaider auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la création d'un tribunal pénal international pour la RDC afin de juger les auteurs des atrocités commises en RDC entre mars 1993 et juin 2003, répertoriées dans le rapport mapping de l'ONU en 2010. Pensez-vous que cela sera faisable? C'est faisable. Le problème, simplement, c'est qu'aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de dire, c'est que le Congo n'est pas à l'agenda du monde. Vous avez vu quand le Hamas a attaqué Israël, quasiment tous les États, du moins toutes les grandes puissances du monde, se sont mobilisés pour aller défendre Israël, parce qu'Israël représente un enjeu majeur pour la planète, et se trouve dans l'agenda des différents pays. Et aujourd'hui, nous allons replacer le Congo, qui devrait être, pas seulement comme on le considère pour ses richesses du sous-sol, mais qui devrait être un vrai enjeu pour la communauté internationale et tous les pays du monde. Nous allons le replacer au cœur, et par-delà, avec une diplomatie, une vraie diplomatie, pas ce que fait M. Félix Tshisekedi, nous aurons la possibilité d'obtenir ce tribunal que nous appelons de tous nos voeux. Très bien. Alors, parlons de la campagne. On sent que du côté de la MOCA, on va dire ici à Kinshasa, elle est un tout petit peu timide. Cela est justifié par quoi, on va dire? Non, elle n'est pas timide. Nous avons simplement opté nous avons fait un choix de campagne. C'est intéressant que vous parlez de la campagne parce que nous avons déjà fait un choix d'abord sur le financement de la campagne. Nous avons mis en place des numéros de téléphone qui permettent le mobile banking. Nous avons mis en place un site internet où tout le monde peut participer pour le financement de la campagne. Mais nous avons fait le choix aujourd'hui parce que l'inconscient collectif permet à ce qu'on corrompt les électeurs avec un t-shirt, avec de l'argent et avec des cadeaux qui vont dans ce sens. Nous avons fait le choix, nous avons fait le pari, et comme partout ailleurs, vous l'entendez dans le chant, Fayulu appelle sa mbongoté, appelle sa poloté, mais tout pour voter. Ce que nous mettons en avant, ce sont nos idées. Ce que nous mettons en avant, c'est notre projet. Ce que nous mettons en avant, c'est la personne de Martin Fayulu. Parce que les élections présidentielles particulièrement, c'est les rendez-vous d'un homme et d'une population. Un homme qui porte une vision, un homme qui a des valeurs et qui porte une vision. C'est pourquoi nous disons que c'est le candidat de cohésion nationale. Et lui, il porte cette vision et cette valeur. C'est ce que nous mettons en avant. Et au-delà des affiches, au-delà des t-shirts, au-delà de tout ce de tous les goodies qui accompagnent les élections, nous avons préféré mettre en avant cela, à la différence des autres qui ont pris tous les panneaux de la ville, déjà qui ont réquisitionné tous les panneaux de la ville, en menaçant les commerciaux, les entreprises commerciales qui possèdent ces panneaux, qu'il faudrait absolument les attribuer à M. Félix Tshisekedi ou aux gens des Unions Sacrées. C'est ce que les retours que nous avons, ils ont réquisitionné quasiment tous les panneaux, et nous faisons avec. C'est ce qui a fait que vous ne puissiez pas mettre les pancartes des Fayulu dans tous les coins de la ville.
Brazzaville. Non, je dis encore et je le répète que le plus important aujourd'hui, c'est le message que nous portons. Le plus important, c'est la personne que nous avons choisie comme candidat. C'est la personne en qui le peuple se reconnaît. Et c'est cette personne-là que nous vendons. Vous voyez les images. Vous venez de voir à Ouicha. Il y a eu la suite à Beni. Aujourd'hui, nous serons à Butembo. Et on va continuer. Vous allez voir l'adhésion qui n'attend pas un t-shirt, qui n'attend pas une pancarte. Nous avons été aux côtés du peuple pendant toutes ces années. Pendant toutes les 5 années, nous avons sillonné toute la République, effectivement, pour rester aux côtés du peuple, pour rester au contact de cette population. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est une pancarte ou une affiche qui va faire changer la population qui a une adhésion massive à la position de la Mouka et la position portée par Martin Fayulu. Alors, vous dites que la population s'identifie à vous de par votre façon, de par la capacité à mobiliser, les images en témoignent, mais nous voyons que d'autres candidats qui également sont en train de faire leur campagne, qui sont à la rencontre de la population. Eux aussi, ils arrivent à mobiliser. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, vous, à votre niveau, que c'est à vous réellement que la population est en train de s'identifier et non aux autres candidats? Parce que les autres mobilisent avec l'argent. La raison est simple, ils mobilisent avec l'argent, ils mobilisent avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, des cadeaux où les images sont disponibles, sont légion. Ici à Kinshasa, on a donné jusqu'à $10 par personne pour aller au stade des Martyrs. Au Bas-Congo, il y en a encore qui ont donné 5 000 francs pour que les gens se rendent aux différents meetings. Pardon, c'est ça la réalité. Et nous, vous entendez, je vous ai dit, les peuples chantent, appelle ça mbongoté, appelle ça poloté, mais ils sont là avec un engagement certain, avec un engagement positif. Et aussi, comme je vous dis, Martin Fayulu n'est pas un homme seul, c'est un homme qui est entouré. Et notre posture, nous qui entourons, nous les lieutenants de Martin Fayulu, permet à la population de voir que nous avons un engagement certain, un engagement ferme. Nous sommes politiciens, nous aurions pu aller à gauche, à droite pour déposer des candidatures, mais nous sommes restés sur la décision commune de ne pas briguer des positions au niveau des élections, ni à la députation nationale, ni provinciale, et partout ailleurs. Et le peuple voit ça. Le peuple voit que nous avons un engagement qui n'est pas dicté par un intérêt particulier, qui n'est pas dicté par un besoin spécifique à nous, mais un intérêt commun. Également pour dire que comment Fayulu va diriger sans ses lieutenants, sans ses députés. Bon, ça c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. Il n'y a pas trop de... Il ne faut pas pinailler sur cette question. Déjà, que pour obtenir une majorité, on constate la majorité au début de la législature. Donc chaque député va s'identifier par rapport à son positionnement opposition aux majorités en début de législature. Et nous avons un programme, nous avons un homme qui a des valeurs, un homme qui a un projet et qui va nommer un informateur. Et c'est cet informateur qui va identifier une majorité qui va travailler avec le président. Certainement, il n'y aura pas des députés estampillés Lamouka Fayulu, mais il y a plusieurs endroits à partir desquels nous pouvons servir le pays, servir la nation. On n'est pas obligé forcément d'être député national ou provincial pour effectivement apporter notre contribution à la population. Donc, cette question la population n'a pas à s'en faire. Nous sommes là. Déjà aujourd'hui, nous nous battons. Nous ne sommes pas dans les institutions, mais nous défendons le peuple de manière valable, de manière acharnée durant ces 5 dernières années et nous allons continuer à le faire. Est-ce que ça risque pas de vous compliquer comme c'était le cas à l'époque des FCC Cash? On a vu le président Tshisekedi qui a commencé pour venir nous dire à la fin qu'il n'a qu'à travailler 2 ans parce que les 3 premières années c'était très compliqué vu qu'il était en coalition avec les FCC de Joseph Kabila. À part les promesses, la deuxième chose que M. Félix Tshisekedi sait faire, c'est se plaindre. On est responsable public et surtout à ses fonctions, on ne se plaint pas. On assume les choix que l'on fait et on va avec. Nous avons assumé les choix que nous avons fait. La preuve, moi je suis là. Je suis toujours aux côtés de Martin Fayulu. C'est un choix que j'ai assumé de manière particulière, si vous voulez me poser des questions à moi-même, ainsi que tous mes compagnons de lutte. Nous avons assumé ce choix, ainsi que Martin Fayulu. Nous avons assumé les choix. Si ça vous arrive, vous allez assumer. Nous avançons. Mais il faut faire très attention parce que M. Félix Tshisekedi s'est enfermé. D'abord, il est arrivé aux responsabilités, comme on le sait, par le hold-up électoral. Il était astreint à certaines obligations et à certaines contraintes. Ça, c'est son problème. Mais nous, les choix que nous avons faits, c'est aujourd'hui présenter le candidat de la cohésion nationale, le candidat numéro 21, Martin Fayulu, aux destinées de la République. Très bien, très chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes en direct de CML13 Télévision en train de suivre votre magazine CML chez vous. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, messieurs, Yves Badjoko. Il est cadre au sein de la plateforme électorale La Mouka. Avec lui, nous sommes en train de changer autour de différentes questions qui tournent comme ça autour de la présidentielle de 2023, la candidature de Martin Fayulu ainsi que son programme qui se nomme Les Manifestes de Kisangani. Monsieur Yves, je reviens vers vous. Alors, on va parler de la campagne initiée pour collecter des fonds en faveur
on va dire, pour soutenir le candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi. Alors, est-ce que vous avez pensé à cette population qui vit avec moins d'$1, on va dire, et vous lui demandez de payer $1 pour soutenir le candidat Martin Fayulu? Avant tout, il y a une précision, c'est que notre projet s'appelle Congo Ekolo Moko. Ça, c'était le manifeste de Kinsangani que nous avions produit, qui retraçait les grandes lignes de notre programme de gouvernance. Notre projet, c'est Congo Ekolo Moko. Notre projet, c'est effectivement Congo Ekolo Moko, et nous continuons de travailler sur ça. Nous avons des propositions que nous faisons effectivement pour l'ensemble de la population, et nous pensons que nous allons arriver. Vous me posez une question essentielle, effectivement, parce que vous dites que M. Félix Tshisekedi nous a continué, nous a maintenu dans une certaine misère en disant que les Congolais vivent avec moins $1. Effectivement, si nous allons vers cette campagne, c'est pour qu'il y ait cet engagement populaire. Pour que au lieu d'acheter un pain, le Congolais puisse contribuer à la campagne de Martin Fayulu, c'est pour que demain, il soit capable encore plus de défendre son choix, de défendre son vote et de participer à cet avènement de Martin Fayulu au sommet de l'État. C'est pas trop lui demander. Non, ce n'est pas trop lui demander. Vous savez, dans la vie, il faut à un moment donné de la vie faire des choix. Effectivement, nous appelons la population congolaise à faire effectivement ce choix, à prendre cette position, à contribuer, à suivre. Et dans tous les cas, c'est la seule manière dont un parti normal devrait financer ses campagnes électorales. Nous n'avons pas travaillé. Notre candidat, comme je l'ai dit, Azam Boko Pembe, il battait, il a travaillé de sa sueur dans le domaine privé. Et aujourd'hui, pour des questions électorales, il doit effectivement se reposer sur des cotisations collectives au-delà de ce que le parti politique peut emmener. Mais sans ou avec cette campagne ou des cotisations collectives, comme vous le disiez, Martin Fayulu pourra battre campagne. Mais bien sûr, nous sommes un parti qui fonctionne. Nous existons depuis très longtemps, depuis près de 15 ans maintenant. Les partis fonctionnent d'abord avec les cotisations internes et puis après avec des dons et des legs. Et ceci se fait dans le cadre d'une campagne spécifique. C'est le cadre de la campagne électorale où nous appelons tous les Congolais à contribuer avec au moins $1, au plus ce qu'ils pourront pour pouvoir financer toute notre tournée, tous nos déplacements, et voilà. Mais avec cette situation, ne serait-il pas envisageable pour Martin Fayulu de voir comment c'est relié avec Moïse Katumbi, déjà avec son projet? Ils vont essayer Martin Fayulu va essayer de faire accepter son projet à Moïse Katumbi et autres candidats. Ensemble, ils pourront voter pour la candidature commune et faire chemin ensemble. C'est très intéressant. Vous voyez partout où Martin Fayulu se déplace, le candidat de la cohésion nationale, il se déplace avec son épouse, avec sa femme, pour aller à la rencontre de la population et discuter avec la population. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions nous allier à l'une ou l'autre personne, tenter que ces personnes soient de l'opposition? Nous ne sommes pas contre cette posture, nous ne sommes pas contre cette orientation. Cependant, il faut que ça se fasse de manière correcte. Et, pardon, il ne faudrait pas qu'on fasse comme en 2018, parce que là, je vois la question de la candidature commune. En 2018, nous avions un candidat commun, c'était Martin Fayulu, qui avait effectivement gagné les élections. Mais est-ce qu'il avait été proclamé comme vainqueur? La réponse est non. Et pourquoi? Parce que les élections souffraient de problèmes de transparence. Il y avait un gros problème de transparence et de crédibilité à l'époque, et aujourd'hui, le même problème se pose, les questions de transparence et de crédibilité. Nous n'allons pas continuer à faire la même chose en espérant un résultat différent. Ce que nous disons, avant d'aboutir à un candidat commun, il faut d'abord nous battre sur la question de la transparence du processus électoral. Si nous obtenons la transparence du processus électoral, nous allons parler de la mise en commun de nos forces, de nos moyens, et ensuite aller à la question de la candidature commune. Mais la question de la candidature commune ne doit pas se faire de manière vague et vague. Il faut mettre en place un critérium. Qui est-ce qui rentre dans les critériums que nous aurons définis? Qui est-ce qui n'est pas allé à la mangeoire pour partager le bilan de Félix Tshisekedi? Qui est-ce qui est resté aux côtés du peuple, bon gré malgré tout? Qui est-ce qui a su dénoncer les choses quand il fallait les dénoncer? Qui est-ce qu'aujourd'hui porte l'étendard, la vraie, de l'opposition? Et nous avons l'avantage aujourd'hui de ne pas avoir bougé d'un iota de nos positions que nous défendions depuis 2019. Donc voilà, nous sommes ouverts, mais il faudrait, après tous ces éléments, aboutir à un critérium, et on va décider, le peuple surtout va décider de celui qui rentre dans ces critériums. Alors, où en êtes-vous avec la question de la transparence du processus? C'est la première question. Et la deuxième, cette candidature de l'opposition arrivera ou pas?
Je vais commencer par la deuxième. Cette candidature arrivera si tout le monde adhère à ce schéma, qui nous pensons être un schéma, le schéma le plus correct, le plus objectif possible. Si tout le monde adhère à ce schéma, nous serons ouverts à discuter et à désigner un candidat effectivement commun. Donc là, il n'y a pas de problème et nous ne sommes pas opposés. Maintenant, si vous revenez à la question de la transparence, non, le processus n'est toujours pas transparent. Le processus souffre de beaucoup d'irrégularités. Vous savez que la cartographie qui a été publiée par la CENI pose problème. Vous savez que la CENI, la loi, l'y oblige à publier les listes d'électeurs dans leur site internet et aussi dans les différents centres de vote, la liste d'électeurs avec indication de bureaux de vote. Mais ça, malheureusement encore, ça ne s'est pas fait. Donc la question de la transparence du processus électoral est encore en question, particulièrement dans le sens où les cartes d'électeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, les cartes d'électeurs se sont effacées. Mais est-ce qu'on a donné des duplicata, des bons duplicata aux uns aux autres? On est en train de donner. Ça continue. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que tout le monde pourra avoir sa carte d'électeur jusqu'au 20 et encore que ces cartes s'effacent? Vous avez suivi les informations. Il y a aujourd'hui des individus qui donneraient des fausses cartes d'électeurs. Alors comment ça se fait que des matériels aussi sensibles puissent se retrouver chez des individus? Nous avons décrié ça avec la COEL. Nous sommes passés à vos émissions, nous avons dit attention, il y a des problèmes, mais on ne nous a pas cru. Nous avions dit qu'il y avait des députés de l'Union Sacrée et d'autres membres simples de l'Union Sacrée qui avaient du matériel électoral chez elles à la maison. La CENI ne nous a pas cru. Aujourd'hui, c'est elle qui dénonce et qui appelle la police à mettre la main dessus. Donc il y a une kyrielle de problèmes qui n'ont pas été résolus et qui nous posent problème. Au-delà de ça, il y a la question de la loi électorale elle-même. L'article 47.3 qui consacre le vote électronique aujourd'hui, elle n'est pas encadrée. Parce que le vote électronique, il est dit clairement dans la loi que le dispositif électronique de vote va permettre le vote, l'agrégation, puis la transmission de votes. L'agrégation, c'est-à-dire qu'ils vont compter le nombre de voix et ça va transmettre. Mais entre les votes papier et les votes électroniques, qu'est-ce qui est prépondérant? Sachant que, dès que les élections seront terminées, M. Kadima aura probablement déjà les résultats et qu'il en fera ce qu'il veut, le temps que nous serons en train de collecter les PV des différents bureaux de vote, des différents centres de vote, pour les compiler et pour pouvoir avoir des résultats et faire un monitoring sérieux. Et bien la CENI de M. Kadima, qui travaille pour Félix Tshisekedi, pourra annoncer M. Félix Tshisekedi comme vainqueur. Monsieur Yves Badjoko, si vous n'êtes pas jusqu'à ce stade confiant, on va dire, de la transparence du processus électoral, comment comptez-vous gagner les élections? Ou qu'est-ce qui vous rassure que votre candidat sera proclamé élu, vainqueur ou pas? 2 engagements. Le premier engagement, c'est l'engagement des missions d'observation électorale SCC-SENCO, qui ont dit très clairement qu'ils vont envoyer des observateurs, qu'ils auront des résultats. Dont le ministre Kazadi est en train de remettre en cause. Lequel Peter? Et je pense qu'il a autre chose à faire, et encore de mieux à faire que de vouloir parler des choses sérieuses. Il y a les Koulouna pour lesquels n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Il y a des problèmes plus importants que de parler de M. Peter Kazadi. Vous m'avez demandé qu'est-ce que nous rassure. Je vous dis ce qui nous rassure. La CENI ne nous rassure pas. Les résultats proclamés par la CENI ne nous rassurent pas. C'est qui nous rassure. N'empêche, ce n'est pas grave. Mais nous disons que les résultats qui vont nous rassurer sont les résultats proposés par la mission d'observation électorale qui a pris un engagement de faire une tabulation parallèle de vote, de la transmettre aux évêques et les évêques vont s'assumer. Ça nous rassure. Deuxième chose, c'est le peuple congolais qui a dit cette fois donc, elle sera plus vigilante, elle va rester dans les centres de vote, elle va attendre le comptage manuel de vote, elle ne va accepter que les votes qui seront publiés bureau de vote par bureau de vote dans les différents sites de vote. Voilà 2 éléments qui nous permettent de nous rassurer quant au déroulé des élections et quant aux résultats à prendre en compte. Si ces résultats sont conformes à ceux de la CENI, pas de problème, ça serait une bonne chose. Si ces résultats sont contradictoires avec ceux de la CENI, nous appliquerons, comme les évêques se sont engagés, l'article 64. Très bien. Alors, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Messieurs, dames, vous faites bien. Nous allons prendre notre deuxième thématique qui parle justement de doutes qui ont été émis par le cardinal Ambongo au cours d'une messe qu'il a dite en face, je veux dire, de jeunes catholiques. Pour lui, le processus n'est pas encore transparent. Et la tenue des élections pose encore beaucoup de doutes. En réponse à sa question ou à ses inquiétudes, la CENI dit que ce sont justement
des déclarations qui sont inopportunes et non constructives avec but de s'aimer la division et la confusion. La CENI dit que c'est une façon pour le cardinal de saboter les efforts qui sont en train d'entreprendre pour tenir des échéances électorales dans le délai constitutionnel. Alors, monsieur Yves Badioko, vous également, vous êtes en train d'émettre des doutes autour de, on va dire, la transparence du processus électoral. Une question que le cardinal a aussi épinglée, une question que le cardinal a aussi soulevée. Alors, est-ce que vous croyez quand même qu'il y aura élection dans le délai, tout d'abord? Il faut pas, c'est pas du domaine de la foi ici, on n'est pas à l'église. Nous sommes dans une république qui fonctionne avec des lois et des textes. La CENI s'est engagée à nous faire des élections le 20 décembre. Nous avons des doutes, nous émettons des doutes sérieux. Nous y participons parce que c'est un droit auquel, pour lesquels nous faisons usage. Donc il ne faut pas me demander si je crois ou si je ne crois pas. Mon problème, c'est que la CENI s'est engagée à faire des élections. Et si d'aventure elle n'y arrive pas, pour nous, peut-être que ce ne sera pas la panacée ou ce ne sera pas la fin. Mais il y a une chose sur laquelle nous ne transigeons pas, c'est que le mandat de M. Félix Tshisekedi s'arrête au 23 janvier 2024 à minuit. Si d'aventure il n'y a pas eu élection pendant d'ici à là, eh bien, nous irons dans une transition sans M. Félix Tshisekedi. Mais cependant, notre engagement, c'est de participer à des élections crédibles. C'est ça notre combat. Effectivement, comme le cardinal le dit, il n'y a rien qui rassure qu'il puisse avoir des élections à bonne date. Mais ça, ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité de la CENI. Effectivement, le cardinal a raison de craindre, comme nous l'avons fait par le passé, nous avons dénoncé, nous avons décrié, mais le régime de M. Félix Tshisekedi, de la CENI de Kadima, ne fait qu'à sa tête et ne s'entend qu'elle-même. Est-ce que on va dire, la CENI également a raison de dire que ce sont des déclarations inopportunes parce que elle est en train de suivre le calendrier. Nous sommes en pleine campagne électorale et on a vu comment dans une vidéo, le président de la CENI informé sur les commandes qu'il a passées pour des machines ainsi que des bulletins. Alors pourquoi le cardinal devrait émettre ces inquiétudes? Je sais que c'est vous qui posez les questions, mais si je peux me permettre de vous poser une question ainsi qu'à nos téléspectateurs, est-ce que vous savez où est-ce que vous allez voter? Dans quel centre, dans quel bureau vous allez voter? La loi dit qu'il faut savoir, qu'il faut que la CENI effectivement affiche les listes pour nous permettre de savoir 30 jours avant le début de la campagne électorale. Les gens ne savent même pas. Répondu, il a dit 15 jours avant, les listes seront publiées. Je ne sais pas, il sort ça d'où, mais la loi dit 30 jours avant le début de la campagne électorale pour nous permettre de nous préparer. Nous ne savons pas. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement compliqué. Il y a des éléments. Vous dites qu'il a présenté du matériel électoral au niveau de Séoul. Est-ce que ce matériel est arrivé? J'espère que c'est arrivé. Est-ce que ce matériel a été dispatché? J'espère que ça a été dispatché. Mais tout ça, moi, comme je l'ai dit, ce n'est plus notre problème. C'est le problème de la CENI aujourd'hui. C'est à lui de résoudre ces questions. Et c'est à nous allons nous assumer ensemble avec la population. Et j'espère que la CENI s'assumera aussi en nous organisant des élections crédibles. Pas d'élections à Pambala. Ce n'est pas dit que, comme nous voulons des élections, on va aller à des élections à Pambala, et puis après on va s'asseoir, on va applaudir des mains et des pieds. Non, nous voulons des élections crédibles qui demain pourront réunir tout le peuple congolais. Le cardinal, il est dans son travail. Il émet une alerte pour que demain il n'y ait pas de guerre civile, pour que demain les Congolais ne s'entretuent pas, ne se rentrent pas dedans, à cause, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pays est fracturé par le régime de M. Félix Tshisekedi avec beaucoup de tribalisme, avec du clientélisme et tout ce qui va avec. Il ne faudrait pas que demain, à l'issue des élections, le pays se fracture davantage. Donc, c'est dans le rôle de l'Église de pouvoir tirer la sonnette d'alarme, ce qui est fait, et c'est dans notre rôle, nous avons fait notre part, nous avons tiré la sonnette d'alarme dans tous les sens, et pendant très longtemps, et M. Kadima n'a continué à faire qu'à sa tête. Est-ce que vous pensez réellement que les propos du cardinal sont là aussi pour diviser ou s'aimer de la confusion, comme le fait savoir, comme le décrit la CENI? Ceux qui sèment la division, c'est Kadima. Ceux qui préparent la division, c'est Kadima. Ceux qui a fracturé le pays, c'est le régime de M. Félix Tshisekedi et M. Félix Tshisekedi. Je ne pense pas que le cardinal peut être mis dans ces lieux-là. Il tire une sonnette d'alarme, quitte à la CENI de prendre en considération. Vous savez, lorsque nous avions dénoncé que les cartes d'électeurs s'effaçaient, la CENI avait produit un communiqué. La COEL a indiqué effectivement que les cartes s'effaçaient. La CENI a dit non, on raconte des bobards et c'est faux. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc il ne faut pas, comme je l'ai rappelé à M. Kadima, Matouy et les Karamutu dans l'AIT. Donc il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il prenne le temps d'écouter ce que les autres disent, notamment des partenaires importants tels que les églises et la société civile.
Pour raison d'imprévu, si la CENI aujourd'hui annonce les reports des élections et vous demandez ne fût-ce qu'un mois, avec des raisons valables, vous allez l'accorder ça? Non, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un problème de faire un blocus compte tenu du contexte sur les dates, mais si la CENI le demande, et avec tout ce que Kadima nous a produit, il faudra qu'il s'assume. Donc il faudra qu'il se dise qu'il a été incapable d'organiser les élections, qu'il se déporte, donc qu'il démissionne de ses fonctions pour nous permettre d'avoir quelqu'un qui va nous engager, qui va nous organiser des élections à date et des bonnes élections, surtout. Il va nous organiser de bonnes élections et M. Félix Tshisekedi devra tirer toutes les conséquences. Déjà qu'il souffre d'illégitimité, il deviendra un président illégal et il faudra lui aussi qu'il tire les conséquences, qu'il se déporte, qu'il parte pour nous laisser gérer la République telle qu'elle devrait être. Alors, le fait pour la mission d'observation de l'Union européenne de se retirer de ces processus électoraux, ça vous fait peur? Non, vous ne devez pas me poser la question. C'est vous, journalistes, qui devez plutôt vous en plaindre. Et surtout les plateaux, il faut le dénoncer. Parce que la CENI a accepté, et notamment le gouvernement a accepté d'avoir des observateurs dans les cadres de ces élections. Et aujourd'hui, ce que nous comprenons, c'est qu'elle empêche la mission de pouvoir venir avec des téléphones satellitaires au cas où la connexion Internet, la connexion téléphonique et la connexion Internet seraient coupées. Donc, si aujourd'hui ce gouvernement se comporte comme ça veut dire qu'elle prémédite des choses et qu'elle a quelque chose à cacher. Parce que si les élections doivent se passer dans la transparence, il n'y a pas besoin. Vous avez accepté des observateurs. Laissez-les venir avec leur téléphone satellitaire, laissez-les faire leur travail dans les limites du respect des règlements et des lois du pays. Voilà. C'est tout. Donc moi, je dis que c'est plutôt vous, les journalistes, qui devez vous dire « Ah tiens, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas ». Nous disons tous les jours, il y a des choses qui ne vont pas. Et ces éléments doivent plutôt, elles nous confortent, mais doivent plutôt attirer votre attention pour... Alors, M. Yves, certainement, ça sera ma dernière question. Aujourd'hui, dans votre programme Congo Ekolo Moko, à la page 65, vous revenez sur la diaspora congolaise. Oui. Vous savez, depuis un moment, il y a des tensions entre les régimes passés, même l'actuel régime, et la diaspora. Martin Fayulu au pouvoir et Sidi au pouvoir. Quelle relation que vous allez entretenir avec la diaspora? Est-ce que vous allez mettre fin à tout ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez, même il y a des musiciens congolais qui ne peuvent pas aujourd'hui aller se produire au niveau de l'Europe. Tout ça, il faut un dialogue social. Il faut effectivement un dialogue important avec nos frères qui se trouvent dans la diaspora, pas celle que Félix Tshisekedi nous a ramenée. Vous avez vu le premier voyage de M. Félix Tshisekedi en Belgique? Vous savez où est-ce qu'il est allé? Il est allé dans un bar. C'est ça, il est allé dans un bar et ça définissait, c'était caractéristique de son régime. C'est-à-dire que la jouissance dénoncée par Jean-Marc Kaboun, trouvait tout son sens. Premier voyage, premier déplacement, vous faites et vous allez dans un bar. Il aurait pu aller dans une bibliothèque, la bibliothèque qu'il lui fréquentait. Et si d'aventure il a fréquenté des bibliothèques à l'époque, il aurait pu aller dans quelque chose de plus culturel, de plus important que d'aller dans un bar qui est synonyme de la jouissance et les réjouissances. Et il nous a ramené toutes les personnes qui étaient dans les bars d'Europe et qui nous a ramené aujourd'hui à la présidence et ceux qui travaillent aujourd'hui. Il est resté une diaspora consciente, effectivement, qui a des méthodes quelquefois pour lesquelles on peut discuter. Par exemple, interdire à tous les musiciens de se produire, c'est leur gagne-pain, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Ce sont des mesures effectivement très strictes, mais qui peuvent être entendues, qu'on peut comprendre. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons dans une telle misère et que demain, une partie de la population, fût-il des musiciens, soit orientée plus vers des éléments, des propagandes pour les régimes en place, alors que cela ne faut rien. Donc on peut entendre ce cri de la diaspora qui prend des positions aussi tranchées. C'est vraiment tranché. Je pense qu'ils le prennent à leur corps défendant parce que la diaspora a beaucoup contribué à l'émergence de la musique au niveau de notre pays. S'ils prennent des positions comme ça, alors il faut se dire qu'il y a effectivement un problème. Et la diaspora contribue pour beaucoup dans notre République. Il faudrait canaliser. Il faudrait leur donner l'opportunité de revenir vers notre pays. Il faut leur donner l'opportunité de canaliser ces investissements vers autre chose. Parce qu'aujourd'hui, les investissements de la diaspora, c'est essentiellement pour les fêtes, pour les deuils, et puis pour peut-être la rentrée scolaire. Et ça, il faut peut-être canaliser vers autre chose. Que ce soit que nous ayons résolu les problèmes des Congolais ici en interne, qu'on leur ait donné du travail, qu'on leur ait donné les moyens d'aller à l'école de manière efficiente, et que ce qu'apporte la diaspora puisse être investi
aussi, allez, je vais me répéter, vers des investissements productifs. Donc voilà, nous allons travailler avec la diaspora parce qu'elle a une part très importante dans la construction de la République. Et vous savez qu'aujourd'hui, compte tenu du niveau d'instruction qui n'est pas forcément bas, mais qui est mal organisé dans notre pays, on peut faire appel à de l'intelligence qui est allée ailleurs, de l'intelligence extérieure, pour venir contribuer à construire notre pays. Donc voilà, nous allons maintenir ce dialogue avec la diaspora. Très bien. Alors ma toute dernière question à moi est celle-ci, Monsieur Yves. Si en janvier, Martin Fayulu est proclamé président de la République, qu'est-ce qui va changer sur le plan institutionnel d'abord? Quand Martin Fayulu sera proclamé président à la suite des prochaines élections, eh bien, nous avons, particulièrement sur la question politique, nous avons une réforme importante à mettre en œuvre. C'est la réforme sur les questions électorales. Nous allons revenir à un scrutin à 2 tours, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a une kyrielle de candidats, il y a cette obligation des candidats communs qui s'impose à nous, parce qu'effectivement, les élections se passent à 1 tour. Si nous avions des élections qui se passaient à 2 tours, eh bien, la question des candidatures communes ne se poserait même pas. Le peuple, de manière souveraine, avec une plénitude de souveraineté, allait répondre à cette question en premier tour, en votant, en désignant celui qui estime être les meilleurs, et les autres viendraient autour de lui, derrière lui, pour s'y aller. Donc ça, c'est une réforme importante. Je l'ai dit tout à l'heure, une autre réforme, c'est l'assiette fiscale. Il faudrait élargir l'assiette fiscale pour permettre d'avoir plus de revenus, pour pouvoir avoir la mesure de notre politique sur tous les domaines, économique, social, environnemental et tout ce qui va avec. Nous ne nous arrêterons pas là. Il y a des réformes importantes. Vous savez, aujourd'hui, le régime de M. Félix Tshisekedi a mis l'enseignement des bases jusqu'en 8e primaire. Mais il est curieux qu'en 6e primaire, on ait encore les NAFEP. Les TENAFEP, tests des fins d'études primaires. C'est pas possible. Les cycles primaires s'arrêtent en 8e, mais on a un diplôme en 6e. C'est absurde. Donc il faudrait réformer tout ça. Il faudrait réformer la manière dont la gratuité a été mise en œuvre. Il faudrait réformer notre système d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on dit la gratuité. D'accord, vous voulez envoyer tout le monde. Si quelqu'un qui a 12 ans ou 13 ans, qui n'est jamais allé à l'école, vous lui demandez de refaire la première primaire, vous lui demandez de refaire quoi? Si quelqu'un qui a 16 ans, qui n'est jamais allé à l'école, qu'est-ce que vous faites de lui? Eh bien, nous ferons quoi? Nous aurons une formation classique pour l'éducation, mais nous aurons aussi une formation avec des métiers valorisants qui durera 1 année, 2 ans, pour les plombiers, pour les menuisiers, pour les mécaniciens. En 1 année, 2 ans, vous avez la formation, vous êtes autonome et vous commencez à devenir productif dans les cadres de l'économie. Nous allons mettre par exemple 20% de notre budget dans les cadres de l'éducation de manière spécifique. Nous allons mettre 20% pour l'armée. Nous avons suffisamment parlé de l'armée. Nous allons nous concentrer sur les questions de l'agriculture. Nous n'allons pas faire comme M. Félix Tshisekedi qui a dit la revanche du sol sur les sous-sols sans rien faire exactement. Pourquoi l'agriculture? Parce que l'agriculture est un secteur porteur à côté des infrastructures. L'agriculture nous permettra d'avoir une autosuffisance sur les questions alimentaires, mais aussi elle permettra de créer des emplois. Nous allons mettre en place une banque agricole pour permettre des financements des activités agricoles, des investissements agricoles. Donc il y a toute une kyrielle de mesures que nous avons dans notre programme de gouvernance que nous n'attendons que l'entrée en fonction pour pouvoir mettre en œuvre. Très bien. Alors, faute du courant, parce que il y a eu coupure depuis le matin, nous sommes comme ça malheureusement obligés d'arrêter cette émission. Alors, Monsieur Yves, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez 1 minute comme pour votre mot de la fin. Ben, c'est dramatique. Vous voyez, vous n'arrivez pas à travailler parce que vous avez des problèmes d'électricité. Et nous avons des réponses dans notre programme de gouvernance Congo Écolo Moko qui permettent d'adresser toutes ces questions d'électricité. Au lieu forcément de se concentrer sur les barrages de Grand Inga, il y a aujourd'hui, le Congo a la chance d'avoir des cours d'eau quasiment partout. Nous pouvons développer des barrages plus petits à moindre coût qui permettraient de résoudre ces questions d'électricité. Donc voilà des éléments encore qui sont dans notre projet. Mais voilà, alors pour conclure, pourquoi nous avons un candidat, nous avons Martin Fayulu, le candidat numéro 21, le candidat de la cohésion nationale. C'est un candidat qui a des valeurs intrinsèques, qui porte un projet de gouvernance pour ces pays, qui sait là où il veut emmener ce pays, qui veut redresser le front des Congolais qui a été baissé par le régime successif de M. Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila. Nous avons une proposition. Nous avons assez d'intégrité au sein de la MOUCA pour pouvoir conduire aux destinées de ce pays. Donc, j'appelle toute la population, autant ils manifestent leur adhésion dans la campagne, manifester cette adhésion dans le vote en votant pour les candidats numéro 21, Martin Fayulu, le candidat de la cohésion nationale. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Alors, merci également à Daniel Roland-Laye pour la co-présentation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout à Narcisse Kabea à la régie. Merci à Raja Boupro derrière le caméra.
très chers téléspectateurs, nous nous retrouvons vendredi pour le dernier numéro de votre magazine Semel chez vous. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne Semel 13 Télévision. Merci.